Votre Altesse royale, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis de l'Académie diplomatique. Au nom du président de l'Académie diplomatique internationale, Son Altesse Lagacan, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce magnifique hémicycle que nous devons à l'amitié du Conseil économique et social et environnemental de la République. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir, dans le cadre des tribunes de l'Académie, Son Altesse royale, le prince Turki El-Faisal. Nous connaissons tous la carrière exceptionnelle de Son Altesse royale. Mais je voudrais prendre un instant pour rappeler quelques-uns de ses mérites mis au service du Royaume d'Arabie saoudite. Son Altesse royale a été très jeune un conseiller reconnu auprès du roi. Il a été directeur général des services de sécurité du Royaume, mais il a aussi servi comme ambassadeur d'Arabie saoudite au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans ses différentes responsabilités, il n'a cessé de montrer de remarquables capacités à gérer des situations complexes, avec habileté et compétence. Je voudrais aussi mentionner le fait que le prince Turki El-Faisal est l'un des fondateurs et l'un des administrateurs de la fondation du roi Faisal et qu'il est le président du King Faisal Center for Research and Islamic Studies. Il a joué et il joue un rôle important dans cette région cruciale pour la paix, pour le développement de l'analyse et des études stratégiques. Il est aussi l'un des éminents professeurs invités à Georgetown University et un participant régulier au débat du World Economic Forum. Au-delà de son incontestable expérience internationale, Son Altesse royale est assurément l'un de ceux qui ont le plus de titres à parler de la politique et des options stratégiques du Royaume. Il exprime dans ses différentes interventions une vision forte et judicieuse. Votre Altesse royale, nous savons la valeur de vos analyses et de vos réflexions. Nous nous félicitons maintenant de pouvoir vous écouter. Je note que votre intervention sera suivie d'une session de questions-réponses avec la salle, puis par une réception. Je donne maintenant la parole à Son Altesse royale, le prince Turki El-Faisal. بسم الله الرحمن الرحيم. كسرت النحو بجعمصتك فجزاؤك 10 من الصرم. Ça, c'est une ligne de poème arabe ancien qui a été adressé à quelqu'un qui mal parlait la langue arabe. J'espère que mon français ne mérite pas le même puniment que ces lignes désignent. Il dit en français, et je traduis très libéralement, vous avez cassé les règles de grammaire, alors il vous doit 10 coups de chaussure. Mesdames et messieurs, avant tout, je voudrais remercier l'Académie diplomatique internationale à Paris et son directeur général, Jean-Claude Cousseron, ainsi que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie saoudite, le docteur Khaled El-Angari, de m'avoir invité. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant que prince, ancien fonctionnaire ou président d'un centre de recherche que je me présente devant vous, mais en tant que citoyen d'un pays constamment et injustement soumis à des analyses partisanes, sectaires et simplistes. Mon pays est trop souvent jugé et appréhendé à travers des prismes manichéens. Je m'adresse donc à vous aujourd'hui en tant que citoyen qui souhaite rétablir la vérité sur son pays et corriger des perceptions erronées
trop souvent colportés, qui ne sont jamais allés dans mon pays et qui ne le connaissent pratiquement pas. À l'image d'un pays médiéval décrit par ceux-ci, je veux opposer la réalité d'un État-nation qui évolue à son rythme mais résolument et qui joue un rôle essentiel dans la géopolitique contemporaine. Aux accusations de soutien aux terroristes et aux groupes anti-étatiques, je veux opposer la réalité d'une puissance régionale qui, souvent seule, contre vent et marée, protège avec prudence les États arabes et musulmans souverains contre toutes les tentatives de déstabilisation. Et dans le concert des nations, quand ceux-ci nous dépeignent comme le problème principal ou le royaume qui fait trembler le monde, je veux opposer la réalité d'un royaume qui, en réalité, est source de bienfaits pour le monde, une terre sainte et un royaume philanthrope. Mesdames et messieurs, ce sont ces vérités que je souhaite rétablir pour vous présenter un état des lieux plus juste et plus exact de mon cher pays. Tout d'abord, je souhaite vous expliquer pourquoi le royaume est un élément fondamental dans l'équilibre mondial. Dans le contexte national saoudien, la religion musulmane est, pour reprendre les mots de l'écrivain et penseur français Ernest Renan, dans son livre « Qu'est-ce qu'une nation ?», notre plébiscite de tous les jours. Cela veut dire que l'islam se loge au cœur de l'identité nationale saoudienne et y demeurera éternellement. Car si, comme dit Renan, une nation est une âme, un principe spirituel, l'islam a toujours représenté et continuera à être l'âme et le principe spirituel de la nation saoudienne. Le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire vouloir l'héritage qu'on a reçu indivis, tous ces concepts qui définissent une nation, selon Ernest Renan, puisent leurs ressources dans le contexte saoudien, dans la religion musulmane. La grande agrégation au cœur de la péninsule arabique des musulmans et musulmanes d'esprit et de cœur donne naissance à une conscience islamique et nationale qui s'appelle le Royaume d'Arabie saoudite. Sur le plan régional, l'islam est la source des systèmes politiques de tous les pays arabes, qu'ils soient religieux, laïques ou hybrides, en fonction de l'histoire particulière de chaque pays et de chaque société. Hier et aujourd'hui, tout puise le même élan de ferveur qui a conduit les Arabes à unifier tout le Moyen-Orient à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Michel Aflaq, un Syrien chrétien francophone et grand penseur de l'arabisme, a écrit que l'islam est une composante essentielle de la civilisation arabe. Cette religion a été révélée sur une terre arabe, à un prophète arabe et en langue arabe. C'est une composante fondamentale du patrimoine commun des sociétés arabes. La conscience arabe, qu'elle soit de confession juive, chrétienne, musulmane ou autre, est donc toujours, selon Michel Aflaq, encore dans l'âme et l'islam. Aujourd'hui encore, presque un demi-siècle après la mort d'Aflaq, les sociétés arabes continuent à trouver en islam la pulsion vitale et les forces latentes pour exister sur les scènes politiques régionales et internationales. Il paraît donc que la référence de l'islam ne se pose pas
à la reconnaissance de l'apport des autres religions et tendances non religieuses dans le monde arabe contemporain. Cette référence de l'islam devrait être comprise comme un héritage national et culturel commun, indépendamment de la piété ou de l'adhésion religieuse. Car en vérité, comme a dit Aflaq, l'islam est la meilleure expression du désir d'éternité et d'universalité de la nation arabe. Il est arabe dans sa réalité et universel dans ses idéaux. Le royaume dont je suis issu est au cœur de l'islam. Sur la scène internationale, l'Arabie est un pivot de dialogue interreligieux. Lors de leur rencontre historique au Vatican, en 2007, le roi Abdallah, Allah yarhamou, avait exposé au pape Benoît XVI, qui avait manifesté son assentiment, son projet de création d'un forum interreligieux, le Centre de roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel. Tous les deux étaient notamment motivés par le souci de préservation de la présence des chrétiens d'Orient. Depuis 2012, ce centre siège à Vienne, ville qui a été sélectionnée pour son importante contribution à la civilisation humaine. Il œuvre pour renforcer les compréhensions mutuelles, la coopération, le respect et la diversité de la justice et de la paix. Le Centre de roi Abdallah pour le dialogue interreligieux et interculturel est une organisation internationale fondée par l'Autriche, l'Arabie saoudite, l'Espagne et le Saint-Siège. Son administration est composée de 9 membres, un représentant de l'hindouisme, un représentant du judaïsme, un représentant du bouddhisme, 3 représentants de la religion chrétienne et 3 représentants de l'islam. Elle comporte également une centaine d'adeptes de différentes religions, ainsi que des représentants d'organisations culturelles et internationales. Le Royaume est aussi toujours le premier, à chaque fois et partout où cela est nécessaire, à se porter au secours des populations de tous les pays du monde. Entre 1973 et 2015, l'Arabie saoudite figure parmi les plus généreux donateurs à la terre du développement, consacrant environ 1,5% de son produit intérieur brut. Cette solidarité constitue l'un des 5 piliers de l'islam, celui de la zakat ou l'aumône. Dans le royaume, tous les citoyens, même les plus modestes, participent aux campagnes de dons, parfois instigées par le roi, par certains membres de la famille royale ou par le secteur de la bénéficence très actif et très encadré par le ministère de l'Intérieur. L'Arabie saoudite s'engage également activement pour la réhabilitation de ceux qui sont radicalisés. Depuis 2004, le centre Mohammed bin Naïf, situé en banlieue de Riyad, impose aux anciens extrémistes de suivre un protocole de déradicalisation ou ce que je préfère appeler réislamisation. Ces anciens combattants extrémistes y suivent un programme qui leur donne les clés pour retrouver le droit chemin. Les cours sont dispensés par des ulama saoudiens respectés, ces mêmes ulama dont les paroles sont souvent abattardies et déformées par les terroristes. L'implication des ulama est très précieuse et efficace dans la mesure où ils font un travail d'explication des textes et des sources qui ont été déformées et détournées par les terroristes. En réalité, ils substituent au discours terroriste celui de l'islam authentique, un discours pacifiste, spirituel,
et pluraliste. D'anciens participants qui ont effectué un passage réussi dans ce programme interviennent également pour partager leurs expériences avec les nouveaux venus. En 2 ans, 3000 anciens extrémistes ont pris part à nos programmes de réislamisation qui apportent une réponse globale aux facteurs politiques, psychologiques, religieux et sociaux, économiques qui sont à l'origine première de leur radicalisation. Mesdames et messieurs, le wahhabisme n'existe que dans les discours de dits experts et journalistes, mais en aucun cas il existe en Arabie saoudite. La loi fondamentale du royaume déclare que l'islam est la religion du pays. Ailleurs, en Iran par exemple, leur constitution spécifie que la secte Ja'fari est leur religion. Alors que le royaume, lui, pratique l'islam suivi par le Salaf Salih, les pieux aïeux qui ont succédé à la mort du prophète Mohammed, dont les 4 juristes sunnites, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ibn Hanbal. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le réformateur unitarien du XVIIIe siècle, dont les enseignements sont donnés à la famille royale de l'Arabie saoudite, a suivi les discours d'Ibn Hanbal. Cependant, la jurisprudence appliquée dans le système judiciaire du royaume accepte également les 3 autres écoles. Les citoyens chiites de l'Arabie saoudite ont leur propre cours de secte chiite. Je vous ai parlé de la religion. Qu'en est-il de la politique? L'Arabie saoudite, si je peux emprunter cette comparaison à l'histoire française, est plus orléaniste que légitimiste. Les 3 élections municipales organisées en Arabie saoudite au XXIe siècle sont souvent présentées comme des tentatives de démocratisation et de modernisation de la société saoudienne, des tentatives précipitées par les soulèvements arabes de 2011. La réalité du contrat social entre l'État et le citoyen dans le royaume est bien sûr beaucoup plus nuancée. Les droits et les responsabilités de l'État et des citoyens dans le contexte saoudien reposent sur le concept islamique de shura ou de consultation, c'est-à-dire la gouvernance par le consensus. Quelques exemples suivants. Les élections municipales du XXIe siècle sont donc le résultat de plus d'un siècle d'évolution institutionnelle de la politique intérieure saoudienne. Elle continue d'évoluer naturellement, tout comme l'avènement de la Ve République et de la démocratie contemporaine française en découle pas directement de la Révolution de 1789, mais est plutôt le résultat de plusieurs siècles de progrès, d'erreurs et surtout d'accumulation d'expériences. Si je ne me trompe pas, les femmes françaises ont reçu le droit de vote 155 années après la création de l'État-nation moderne français, contre seulement 81 ans chez nous. Historiquement, l'Arabie saoudite était composée d'un assemblage de tribus bédouines, gouvernées par d'anciennes coutumes tribales et de centres urbains périphériques de l'Empire ottoman. Elle a ensuite évolué vers un État-nation politiquement et administrativement unifié avec une seule citoyenneté. En cela, notre société a évolué d'une manière plus comparable à l'évolution de celle du Maroc ou de l'Égypte, peut-être aussi de la France,
qu'aux évolutions des États postcoloniaux de Levant. Les réformes constitutionnelles de 1992, sous le règne du roi Fahad, n'étaient donc qu'une nouvelle manifestation de différentes étapes de l'évolution de notre politique interne. Elles ont abouti 2 décennies et demie plus tard à l'institutionnalisation de la gouvernance municipale fondée sur le consensus, culminant avec l'organisation des élections municipales en 2005, suivies de celles de 2011 et 2015. Ce dernier scrutin a donné le droit de vote aux femmes saoudiennes et aux jeunes saoudiens âgés de plus de 18 ans. Il faut aussi noter la réforme de 2011 du Parlement saoudien, le Conseil consultatif, qui impose qu'au moins 20% des députés soient des femmes. Un niveau de représentation législative des femmes sans équivalent dans le monde arabo-musulman. Les réformes politiques s'affermissent donc bien au rythme du processus de centralisation de notre pays. Chaque réforme de la politique intérieure saoudienne se veut une réponse à l'expansion des infrastructures, de la densification des populations, à l'amélioration de la prospérité économique et à l'augmentation des exigences des citoyens saoudiens. Qu'en est-il de la politique régionale? Après les révoltes arabes d'hiver 2010 et du printemps 2011, l'Arabie saoudite s'est trouvée, malgré elle, dans la position de protectrice des régimes arabes et de la voix du peuple arabe sur la scène internationale. En tant que garante de la continuité des États arabes, l'Arabie saoudite suit politique modérée, c'est-à-dire ni révolutionnaire ni contre-révolutionnaire, mais plutôt dans le lexique orléaniste via médias, soutenant les gouvernements qui représentent la dignité de leur peuple. Cette politique s'est manifestée dans le soutien de Mohamed Morsi en Égypte, jusqu'à son rejet par le peuple égyptien, puis par le soutien à son successeur Abdel Fattah al-Sisi. Elle s'est également manifestée par le soutien aux forces de l'armée syrienne libre et ses dirigeants laïcs face à la double menace de la barbarie du régime de Bachar al-Assad et du soi-disant État islamique ou Daesh, que je préfère appeler Fahish, qui veut dire obscène en arabe. En substance, le Royaume soutient tout gouvernement arabe qui respecte et garantit la dignité citoyenne, la sécurité nationale et la prospérité économique de son peuple. C'est la raison pour laquelle l'Arabie saoudite et le Conseil de coopération du Golfe ont soutenu le dialogue national yéménite face aux révoltes contre l'ancien dictateur Ali Abdallah Saleh. C'est également ce qui motive le soutien saoudien au gouvernement yéménite légitime d'Abd Rabbou Mansour Hadi face à la menace des Houthis, les rebelles sectaires soutenus par l'Iran et Al-Qaïda. L'Iran répète au Yémen ce qu'il a tenté d'accomplir en Irak, en Syrie et au Liban. Essayer d'affaiblir le gouvernement d'un pays arabe souverain pour continuer un arc préférique des États arabes faibles qui sert son rêve de retour d'un empire persan qui s'étendrait jusqu'à la Méditerranée. Et de même manière que nous soutenons les peuples libanais, syriens et irakiens contre les milices sectaires soutenues par Téhéran, nous soutenons la lutte du Yémen pour l'indépendance et la souveraineté et nous soutiendrons tout peuple ou pays arabe qui se bat contre l'intervention étrangère, qu'elle soit persane, russe ou autre. En Palestine également,
le Royaume est le premier défenseur du peuple et gouvernement légitime palestinien et se fait la porte-parole des espoirs d'eux dans la sphère internationale. N'oublions pas que l'Arabie saoudite est l'origine de l'initiative de paix arabe, présentée par le roi Abdallah. Cette proposition est toujours le document de référence de la Ligue des États arabes. En plus de soutenir politiquement l'État de Palestine contre les milices armées comme le djihad islamique soutenu encore par l'Iran et l'occupation israélienne, l'Arabie saoudite apporte un soutien financier majeur à cet État. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de vous présenter le Royaume philanthrope. Notre pays est l'un des pays contributeurs aux opérations humanitaires menées sous l'égide des Nations unies. En 2014 seulement, l'Arabie saoudite a versé 736 millions de dollars d'aide. Entre 2000 et 2010, l'aide humanitaire saoudienne s'est augmentée à un total de 346 millions de dollars en 2010. Par ailleurs, l'aide saoudienne ne se limite pas aux seules populations musulmanes. Soutien aux victimes du tsunami en Indonésie de 2004, aux victimes de l'ouragan Katrina en Louisiane, aux États-Unis en 2005, aux victimes de séismes à Haïti en janvier 2010. Le Royaume a versé 50 millions de dollars aux Nations unies en faveur de Haïti. Enfin, et injectant des milliards de dollars dans les banques centrales de l'Égypte, de la Tunisie, du Liban et du Yémen. L'Arabie saoudite et les États du Golfe ont entrepris une forme purement khaliji d'aide, une aide sans condition préalable qui tient directement responsables les régimes bénéficiaires pour son utilisation et sa distribution. Où est donc ce royaume qui fait trembler le monde? Selon quelques experts qui prétendent bien connaître mon pays, nous serions plus daïstes que Daesh. Nous serions un royaume wahhabite, médiéval, barbare. Certains voudraient nous coller l'étiquette de Daesh blanc. Le monde arabe contemporain souffre malheureusement de la trop forte présence d'une analyse pseudo-sociologique, sociopolitique, manichéenne, qui cherche toujours à placer le blâme sur l'autre. Cet autre est le responsable de tous nos maux. Maux, nous ne serions aucunement responsables. Cette dialectique se trouve à la fois dans le nationalisme nasserisme et dans l'islamisme politique d'islamistes prétendus intégristes. Ces deux idéologies, tous deux fascistes, l'une nationaliste de race, l'autre nationaliste religieuse, n'ont donné au peuple arabe ni la dignité, ni la sécurité, ni la prospérité qui pourrait leur apporter le système pragmatique que le Royaume souhaite pour nos pays frères du monde arabe. C'est pour cette dignité, sécurité et prospérité que le Royaume continuera à lutter pour les Saoudiens, mais aussi pour tous les Arabes et musulmans. La monarchie saoudienne n'est pas de droit divin comme l'ancienne monarchie française. Elle trouve son origine dans la volonté populaire, renouvelée par le bay'a, ou contrat, du peuple saoudien, des princes ainsi que les citoyens, aux chefs d'État et de gouvernement. C'est un véritable système constitutionnel inspiré de la loi islamique et du consensus citoyen, et non un régime dominé par l'autorité du roi, un monarque absolu. Mais cette vérité est souvent ignorée en faveur
des images de fantaisie préférées à une vérité plus complexe qui nécessite un effort de compréhension et de tolérance pour une culture et une façon de vivre différentes de la nôtre. L'Arabie saoudite n'est ni un royaume barbare, médiéval, ni une démocratie occidentale. L'Arabie saoudite est tout d'abord à l'Arabie. Elle l'était, elle l'est et elle le restera. Sa destinée restera entre les mains de ces peuples et non des tiers, qu'ils soient musulmans ou occidentaux. Comme je l'ai promis au début de mon intervention, je ne me suis pas adressé à vous aujourd'hui en tant que prince, mais en tant que citoyen d'un pays terriblement incompris. J'espère que vous avez désormais une vision plus claire de l'Arabie saoudite que je connais. Un royaume aimé par son peuple, un partenaire essentiel dans la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, dont les Arabes et les musulmans sont les premières victimes, nous Saoudiens y compris. Les Saoudiens ont partagé le chagrin des Français après le terrible attentat à Paris l'année dernière, comme ils les pleuraient après les attaques contre les mosquées chiites dans leur pays. Je vous ai parlé du fond de mon cœur de ce royaume que ne fait trembler le monde, mais qui est une source de bienfaits pour la communauté des nations. Je vous ai présenté notre sainte terre, notre royaume philanthrope et humaniste. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir vos cœurs à ma chère Arabie et de la comprendre avec toute la complexité de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est et de ce qu'elle est appelée à devenir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Merci, monsieur. Votre Altesse royale, de cette intervention vigoureuse, volontaire, éclairante, qui nous permet de mieux comprendre quelles sont les positions de l'Arabie saoudite, comment est l'Arabie saoudite, et de nous donner votre vision et votre analyse de votre pays aujourd'hui. Merci infiniment. Je voudrais aussi vous remercier de ce que vous avez dit pour toutes les victimes du terrorisme. Et les mots que vous avez prononcés à cet égard nous touchent à nous Français qui ont été aussi victimes de ce terrorisme. Je voudrais aussi remarquer que vous avez fait cette intervention dans un français parfait, avec des références à l'histoire de France, à la littérature de la France, aux idées politiques de la France qui nous ont encore une fois touchés beaucoup. Merci de votre intervention. Nous allons maintenant commencer une session de questions et réponses. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Si vous le permettez, je donnerai la parole. Et voilà, vous pouvez poser les questions. Qui veut poser la première question ? S'il vous plaît, dans les questions et réponses, je vais vous répondre en anglais. C'est plus facile pour moi. Ou bien en arabe, si vous voulez. L'anglais ira bien, Votre Altesse. Michel Fouché, nous avions déjà eu le plaisir de vous écouter à la World Policy Conference. Je serai très direct. Le président iranien Rouhani vient en France dans quelques jours. Avez-vous un conseil à donner aux autorités françaises pour essayer de régler les crises au Moyen-Orient? C'est une grande question. May I say that leaders who meet with President Rouhani should tell President Rouhani that Iran's actions should follow the words that he pronounces. I was at a meeting in Davos with the Minister of Foreign Affairs of Iran, closed meeting, Chatham House rules, so I will not quote him, but I will quote myself by saying that after he finished his discourse, I told him, and
an old Arabic proverb which says in English, I hear what you say and I like it. I see what you do and I wonder. So President Rouhani has been telling us in Saudi Arabia that he wants to improve relationships. And at the same time, he's been instigating, or his government, or someone within the Iranian leadership, and this is another problem that we have to fix, insurrection in the Arab world, whether it is in Yemen, as I was mentioning in my presentation, with a revolt against the legitimate government by an Iranian-backed militia called the Houthis, or in Kuwait, a very peaceful country without any problems seemingly with Iran, in which the Kuwaiti authorities discovered hundreds of pounds and kilograms of explosives hidden by agents of Iran. And in Bahrain as well, such discovery was made. And if you look at the actions of Iran in Syria, you understand what I say. The intervention there is not only in financial and political support, but in direct military invasion of Syrian soil. And against whom? Against the Syrian people. So I hope that President Hollande will make these points to President Rouhani when he meets with him, and to have him explain to the rest of us who is really in charge in Iran. Is it President Rouhani, or is it Ayatollah Khamenei, or is it the IRGC, or who is it? This is something that I think is troublesome and very disconcerting for the rest of us. Question. Eugène. Votre Altesse, j'ai deux petites questions à vous poser. La première, lorsqu'on regarde Kazan, que vous connaissez connaître en Russie, il y a une grande mosquée, il y a un Kremlin qui est le pouvoir civil, et il y a l'Église orthodoxe. Est-ce que pour vous, c'est un modèle de coexistence que je ne dirais pas qu'on peut étendre, mais qui montre, on parle d'un modèle de Kazan. Si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Et la deuxième petite question, le président chinois est allé en Iran et dans votre pays. Quelles sont les relations que vous pouvez développer avec la Chine, non pas comme allié, comme buffer, et en même temps l'Inde? Parce que ces deux pays qui vont consommer beaucoup plus votre pétrole que nous, Européens ou États-Unis, si vous déployez des relations au-delà de vos alliés traditionnels que nous connaissons, États-Unis, France, Europe, quelle est la vision que vous avez vis-à-vis de la Chine et de l'Inde? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, monsieur, répéter la première question? Bon, en anglais ou en français? En anglais. Oui, sorry. If you go to Kazan, it's a very interesting city in Russia. You have a big Orthodox church, face to face. You have the Kremlin, which is the power, civil power, and you have the big mosque, one of the biggest in Russia. What kind of comment you can do? Is it a model of coexistence between civil power and religious? Is it extensible? Have you a comment, just in case, about this model? Because the Russians are very proud of that. I visited Russia a few times, and I saw this scene, and I described Russia as being a unique carpet that has been, over the years, woven together by circumstance, by history, by people, and so on. And definitely, this uniqueness of the weaving of the Russian carpet is representative of a society that is engaged with each other. I'll never forget my first visit to Moscow. I was then director of intelligence, and my host was Mr. Yevgeny Primakov. I'm sure some of you know him. And he invited me to have lunch
in a church that was being refurbished. And when we sat down, I told him, Mr. Primakov, this can only happen in Russia. You are Jewish, I'm a Muslim, and we're having lunch in a church. And I think that is what Russia is, and hopefully it will stay that way. And on China, definitely, the engagement with China, began for us after the fall of the Berlin Wall. And China began to open up to the rest of the world. And Saudi Arabia became one of the main suppliers of China with oil and oil products. And the economy, the business with China has grown exponentially to figures of billions of dollars on both sides. And they have been quite peaceful and friendly to the kingdom, but also to other countries in the area. So we have the very good fortune of the visit of President Xi to the kingdom, where these business and economic relations have been reinforced. And we also have in our educational program, on which Ambassador Al-Angari used to be the Minister of Higher Education in Saudi Arabia, and he was responsible for the scholarship students that Saudi Arabia has sent in various countries. Now they number something like 150,000. And I think there are now more than 2,000 of them studying in China in various universities. The aim of that, of course, is to have Saudis who will get to know China more thoroughly and help us in pursuing the good benefits of the relationship between the two countries. I hope I answered your question. Question. Saud Al-Hassan Al-Saud, researcher at Kogwan Law School, China. My question is about the Munasaha program, Prince Mohammed bin Naif Rehabilitative Program. You have to repeat, please. Your question is? It's about the Munasaha program. Munasaha, yes. Yeah. Is it a constructive rehabilitative program based on forgiveness? Which is, in China, they're very interested, especially at the Kogwan Law School, about this program, because it has a unique factor of including moral values to the law by applying forgiveness as a rehabilitative process. So I would like to know your elaboration on that. The whole purpose of the rehabilitation program is definitely to rehabilitate those who are either arrested for activity that has to do with extremist interpretations of Islam or similar activities. And it's a three-phase program. When the subject is brought by the authorities, he is first given a psychological profile by having psychiatrists sit and talk with the subject. And then he is introduced to religious scholars to challenge his views or her views on interpretation of Islam. And in the third stage is he or she are re-linked with their families. In many cases, these people have been cut off from their family links. And this has been the methods and means by which Al-Qaeda and now Fahish and any other cult practices with the people it wants to attract. They cut them off from their social linkage completely. So reintroducing them to their family and friends is an important stage in the rehabilitation process. And when the process is finished, and if they have not committed capital crimes like murder or other offenses,
They're then released to their families, and their families are made responsible for them. And in many cases, they are found jobs or allowed to find a suitable mate to marry and hopefully reintegrate in the society. Thank you for this question. Autre question. Madame. Merci. Votre Altesse Royale, en 2013, l'Arabie Saoudite a fait campagne pour être élue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a été élue au Conseil de sécurité et elle a décidé de ne pas occuper son siège au Conseil et elle a expliqué dans une lettre qu'elle le faisait parce qu'elle critiquait la politisation du Conseil de sécurité. Ma question est, pourquoi votre pays a-t-il fait cette campagne alors qu'il savait qu'il ne voulait pas occuper ce siège? Merci. It's a very straightforward position that the kingdom took on the issue of joining the Security Council. As you know, the Security Council in the Charter of the United Nations is supposed to be the place where the defense of the people of the earth and the prevention of war, the establishment of peace and security between countries is supposed to be undertaken by the Security Council. On all of these issues, particularly at that particular time, in 2012, I think it was, or 2013, all these three issues had not been brilliantly adhered to by the Security Council. Examples, of course, for us were not just the Palestinian issue since 1947, with so many United Nations Security Council resolutions calling for the peaceful end to the Israeli occupation of Palestine, and nothing has happened. Added to that, of course, was the issue of Syria, where until today, unfortunately, we see the continuing massacre of Syrian people, either by Bashar al-Assad or by Fahish. And unfortunately, the Security Council has proven to be completely ineffective in putting an end to the bloodshed in Syria. So at that time, the kingdom felt that to be a member of the Security Council would be hypocritical. To sit there and simply accept that the malfunction and the absurd disregard for the welfare of the people of Palestine, of the people of Syria, these are just two examples that I'm giving, was going to continue. So we decided not to take the seat. And there were statements made by the foreign minister at the time and by the Saudi government explaining the position. Thank you, His Highness. I have two questions to ask you. First, about the flow of money which go sometimes from your country to Islamist movement. Nobody accused the leaders of Saudi Arabia to finance extremism, but sometimes even your allies, Americans, have complained that there are money going to Al-Qaeda or Al-Nusra or others. Do you think enough work has been done in your country to control the activity of NGOs, the caritative NGOs? And my second question is, we have witnessed in the last years with the nuclear Iranian issue a kind of rapprochement between the Gulf states and Israel. How do you see in the coming future these relations between Saudi Arabia and Israel? Do you think we can expect some relations can be upgraded, or
until the Palestinian issue will be solved, nothing can be done? Thank you. On your first question, since the September 11th attacks in New York, that issue has been repeated many times about Saudi money going to Al-Qaeda or some other terrorist groups. And when I was ambassador first in the United Kingdom and then in the United States, there was cooperation between the kingdom and those two countries, and I'm sure it must have been going on with France as well, to investigate and to put a stop to any potential supply of money to any group, not just from Saudi Arabia, but on a worldwide basis. And there have been measures and steps taken through the United Nations and bilaterally with countries like the United States, the UK, and France to make sure that money transfers are stopped, if there were any, to any of these suspicious or malign groups. And in all this time, whenever there has been any slight indication of proof of a name or a bank account or a telephone number or an address, Saudi Arabia has taken action. And your governments will be able to tell you what has been done in there. And if you have any information on any such transactions taking place, I'm sure that our ambassador here would be more than happy to get from you specific information that will help in putting a stop to any of these activities if they exist. But I see often in the press, whether in the West or in the East, quotations, and I say Saudi sheikhs or Qatari sheikhs or Arabian sheikhs supplying money and support to Al-Qaeda and Fahish or Nusra, as you say. But nobody is coming forward to give us information. The kingdom and the other Gulf states are very much the enemies of all of these groups. And if there were any citizens of any of the Gulf states, including Saudi Arabia, involved in the transmission of money or support to any of these groups, action takes place and they are put in jail. And if you've seen some of the people who were recently executed in Saudi Arabia for such crimes, it was because of their engagement, not just in supply of money, but in other activities that brought them the sentence of death. So please, be helpful to us, and if you have any information, supply it to the ambassador. On your other question, forgive me, can you repeat it? It was about the relations between Israel and Saudi Arabia and the Gulf, given the animosity, the same enemy you have, which is Iran. You know, Israel, and particularly Mr. Netanyahu, has been making allegations that Israel and Saudi Arabia and other countries in the Gulf are now engaged in some under-the-table engagement to face the challenge of Iran. I am not a Saudi official, but I can tell you that unless and until the Palestinian problem is resolved between Israel and the rest of the Arab world, there will never be any engagement with Israel. Iran is, as I said in my presentation, interfering in Arab countries, and we're dealing with that on a direct basis. But Israel has to apply United Nations Security Councils, whether it is 242 or 338, and join us in the Arab Peace Initiative. It is only after Israel gives the Palestinians their independence, which your National Assembly has
overwhelmingly supported, then people can think about cooperation on issues like Iran or terrorism or whatever. Bonsoir, Votre Altesse. Bonsoir. Je suis le délégué permanent du Qatar auprès de l'UNESCO. Donc, assalamu alaikum. Alaykum salam. J'ai deux petites questions, si vous me permettez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que l'Arabie saoudite a pris beaucoup de retard pour jouer son rôle naturel de leader dans le monde arabo-musulman? Ma deuxième question, dans plusieurs parties du monde, des groupes de musulmans sont persécutés, sans que les médias internationaux mettent l'accent sur leur malheur. Est-ce que l'Arabie saoudite est consciente des espoirs que les musulmans dans le monde entier portent sur elle et sur ses actions? Merci, Votre Altesse. Let me understand your question. You're asking if Saudi Arabia is aware of and doing something about the persecution of Muslim communities throughout the world. And your first question was, remind me. هل معاليكم تعتقد بأن تتفق مع الذين يقولون بأن المملكة العربية السعودية يعني كان لديها تأخير كبير في قيادة العالم العربي والإسلامي؟ شكرا. كان لديها تأخرت في قيادة العالم العربي والإسلامي. شكرا. The question is, people have said that Saudi Arabia has been reluctant or very late in taking on the leadership of the Arab world. Since the establishment of Saudi Arabia, if you look at the history of it, since 1932, the kingdom has always sought to work in a context of joint efforts, particularly in the Arab world. That policy continues. If you look, for example, what is happening in Yemen today, the kingdom is part of a coalition of Arab countries and Muslim countries that are dealing with the situation in the Yemen. It's true that the kingdom is providing the major thrust of that coalition and the major strength, but it is an equal partner to other countries in that coalition. The recent announcement of a coalition of Islamic states countering terrorism, equally the kingdom took the initiative of calling for the Islamic states to organize a center of operations to counter terrorism, but it's not for the purpose of leading the Islamic nations, rather than to have them jointly together in this effort. And in all the other efforts, if you look back on in the 1980s, for example, the resolution of the Lebanese civil war, which took place in Saudi Arabia, in the city of Taif, when all the Lebanese factions were brought there and put under strict confinement to reach a resolution to their civil war. Saudi Arabia was a partner in a joint Arab effort with Algeria and Morocco at the time to bring this peace together. So the kingdom has never sought to be a leader in the Arab world. But when we've acted and asked others to join us in the formation of various efforts, joint efforts and coalitions that we undertake. And your other question, please remind me of it again. Yes. Well, as I said in my presentation, whenever Saudi Arabia has been able to provide support for Muslim communities, wherever they may be, whether it is for humanitarian purposes or for political purposes, or sometimes even for support like we're doing in Syria, for example, against the barbaric regime of Bashar al-Assad.
we try to be helpful. Recent case in point is our efforts, for example, in helping in Rohingya in Myanmar. The kingdom has a very lively population from that country, and we're trying to be helpful through the Organization of Islamic Cooperation and through the United Nations. Equally so in Central Africa, where there have been some Muslim, non-Muslim conflicts there. The kingdom has been very supportive of the OIC and the United Nations in their efforts to bring peace to it. Yes, the kingdom takes seriously its efforts to do that. Thank you very much, ladies and gentlemen. I appreciate your listening to me. The gentleman here wants a question. Can I have that as a last question, please? Assalamu alaikum, سمو الأمير, عذرا الإزعاج. Je parle avant tout en français. Il y a l'image du royaume est mal perçue en France. Ce qui est clair, il y a l'histoire bien sûr de la conduite des femmes, le droit de l'homme, etc. Ce qui est le plus grave maintenant, les gens ne sont pas convaincus. Les gens sont toujours, il y a une publicité, une campagne claire et nette que le wahhabisme est à l'origine de Daesh, à l'origine de ce qui est obscène, de ce que vous avez dit. Je pense qu'il est utile de consacrer quelques minutes pour expliquer cette position. أعتقد أنه المشكلة الآن في صورة المملكة ليس فقط حول الحملة حول قيادة المرأة للسيارة أو حقوق الإنسان أو إلى ذلك. الأخطر هنا أن هناك حملة تقول أن كل ما هو داعش غير داعش يأتي من الوهابية. برأيي أن تنتهز بعض اللحظات من أجل شرح ذلك لأصدقائنا هنا. بدون شك, without doubt, that there is this campaign to link the ideological origins of groups like Fahish and Al-Qaeda to Saudi Arabia through what is described as Wahhabism. And in my presentation, I meant to show that as far as we in Saudi Arabia are concerned, there is no such thing as Wahhabism, because we never practice any of the presumed ideological inputs of this presumed sect or idea that is described as Wahhabism. But if you look at who is the most important target today for Fahish and has been for Al-Qaeda, not only in terms of terrorist acts, but also in terms of ideological thrust. If you look at the YouTube broadcasts of Fahish particularly, they have a whole program in which there is a title that says, Address to Saudi Arabia, which says, we are coming, meaning that they want to invade Saudi Arabia. And Al-Qaeda before them equally made that clear. So we are the target of Al-Qaeda and Fahish. And if we were the instigators of the ideology of these groups, at least you would find that they would be perhaps less vehement in their attack on Saudi Arabia. And perhaps we in Saudi Arabia would be less opposed to Al-Qaeda and Fahish. But we are the ones who are fighting them on every front. We're fighting them through the security services. We're fighting them through the rehabilitation program that deals with their ideology. And we're fighting them on the media and propaganda war, whether it is in official means or through the social media. But you're right. There is that accusation, and we have to be even more active in promoting where we really stand on that issue. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Merci infiniment, Votre Altesse Royale, pour cette présentation et cet échange passionnant avec le public.